Les animaux représentent 2/3 des espèces vivant sur Terre. Nous nous préoccupons de plus en plus de notre impact sur le monde qui nous entoure. Mais quelle place laissons-nous à la faune sauvage? Dans ces eaux, il ne reste plus que 1% des otaries du Cap. Des femmes et des hommes parviennent chaque jour à protéger les animaux sauvages. Ils vont nous enseigner qu'une cohabitation est encore possible avec eux. Leur engagement est indispensable à notre propre survie. Je pourrais donner ma vie pour sauver les chimpanzés et les forêts. Il ne reste que des reliques de cette grande faune, mais elle nous fascine encore. C'est impressionnant, hein. Aujourd'hui, un mammifère sur 4 est menacé de disparition. Nous allons voir que l'homme est le plus grand prédateur des animaux sauvages. Chasser un grand mammifère, ça rapporte 40 ans de salaire. En France, à l'image de l'ours, la concurrence est rude entre les humains jaloux de leur territoire et les animaux qui n'y ont plus leur place. L'homme était contemporain de l'ours, mais il n'a jamais cohabité, il a toujours cherché à le détruire, toujours. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous verrons que le destin de cette même faune est entre nos mains. C'est très important qu'il y ait une place pour les animaux sauvages et une place pour l'homme aussi. Parce que nous ne pouvons pas survivre sans les animaux et vice-versa. C'est impossible. Bonsoir. Nous sommes en Afrique du Sud. L'homme laisse-t-il encore une place à l'animal sauvage dans le monde d'aujourd'hui? L'Afrique du Sud est exemplaire en termes de protection animale. Mais regardez cette usine. Chaque jour ici, 120 000 tonnes de charbon sont chauffées à 2000 degrés pour être transformées en pétrole. À l'heure où le prix des carburants augmente, ce procédé, développé pendant l'embargo, devient rentable. Mais son poids écologique est considérable. Ces cheminées rejettent d'énormes quantités de gaz carbonique. Ce qui fait qu'un Sud-Africain pollue autant qu'un Européen, malgré un niveau de vie bien inférieur. Et que dire de ces gigantesques plantations d'eucalyptus destinées à l'industrie du papier? C'est magnifique à regarder et j'en vois de plus en plus dans le monde. Cet arbre a une croissance exceptionnelle, on le coupe à 10 ans. Mais le prix à payer est qu'il est très gourmand en eau et qu'il épuise les nappes phréatiques. Pour ne pas être gêné dans sa croissance, il sécrète une toxine qui empêche d'autres plantes de pousser autour de lui. On ne remplace pas une forêt par une autre forêt. Sous ce désert d'arbres, la faune et la flore originelle ont disparu. Et avec, bien sûr, de lourdes conséquences sur le monde sauvage. Car encore une fois, la première cause de disparition des espèces animales à travers le monde, c'est la destruction des habitats. Le parc Kruger, justement, c'est l'une des zones protégées les plus célèbres au monde. Le plus grand parc africain, 2 millions d'hectares. En lisière de Kruger, on trouve des réserves privées. L'intérêt de ces réserves, c'est que désormais, elles ne possèdent plus de clôture avec le Kruger. Pour parler de cette nouvelle politique d'ouverture, je retrouve Steve Berg, le gérant de la réserve privée de Modzwari.
Ça, c'était la frontière entre le parc national du Kruger et les réserves privées. Maintenant, il n'y a plus de clôture. Il n'y a plus de clôture, car après de nombreuses années de négociations entre le parc national du Kruger et les réserves privées, nous avons décidé d'un commun accord d'enlever les clôtures. C'était important car il n'y a plus de bétail de ce côté de la frontière. Le bétail a été déplacé il y a longtemps. Il n'y a donc pas de raison d'avoir de grillage, alors qu'il n'y a plus que des animaux sauvages des deux côtés. C'est bien d'avoir enlevé les clôtures pour que les animaux puissent faire des va-et-vient entre les deux réserves. Mais en fin de compte, un animal sauvage, il est libre par essence, il ne doit pas appartenir à quelqu'un. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment. Les animaux devraient être libres de parcourir les terres. Ils ne devraient pas appartenir à une personne en particulier. Le simple fait que l'animal existe procure de l'argent à tout le monde. Ça ne peut être réalisé que de cette manière. Nous avons parcouru un long chemin ces dernières années. Dans le passé, les fermiers ne voulaient pas partager leurs terres. Cette manière de penser, de dire « ça n'est qu'à moi », c'est très égoïste. Ça ne peut pas être comme ça. Il y a un très grand projet pour le parc Kruger. Vous pouvez nous en parler? Je suis très enthousiaste à l'idée de ce projet tellement positif. Il s'agit d'étendre les limites du Kruger au Mozambique et éventuellement jusqu'au Zimbabwe. C'est un projet très excitant pour ceux qui sont impliqués. Ce projet d'un immense parc transfrontalier réunira 3 parcs nationaux déjà existants, en Afrique du Sud, au Mozambique et au Zimbabwe. À terme, sa superficie sera de 4 millions d'hectares, soit la taille d'un pays comme la Suisse. Mais environ 12 000 personnes vivent au Mozambique sur les terres qui doivent faire partie de ce nouveau parc. Mais attention, les droits des hommes doivent être respectés. Trop souvent dans le passé, les créations de parcs se sont faites au mépris des populations locales, expulsées par la force et souvent sans aucune contrepartie. Mais au Mozambique et au Zimbabwe, il y a des gens qui habitent dans ces parcs. Qu'est-ce que vous allez faire? On leur a donné 3 options. La première, c'est de rester et de continuer à cultiver au sein même de la réserve. La seconde, être déplacé en dehors de la réserve. Différents donateurs et les responsables du projet leur apporteront une aide sur le plan financier pour qu'ils puissent reprendre leur travail. On leur donnera des terres, soit pour l'élevage, soit pour la culture des champs. La dernière option serait de former certaines personnes au métier de la sauvegarde des animaux dans le parc côté Mozambique, soit comme guide, soit comme employés dans les lodges ou les hôtels. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour l'animal sauvage dans le monde d'aujourd'hui? C'est très important qu'il y ait une place pour les animaux sauvages et une place pour l'homme aussi. Ils peuvent coexister et je pense que c'est la seule voie possible. Les séparer ne serait pas une solution. Tout doit s'intégrer parce que l'homme ne peut pas survivre sans les animaux et vice-versa. C'est impossible. Abattre les clôtures est donc essentiel. Cela participe à la survie des espèces, en particulier les espèces migratrices. Et cela permet de mieux gérer le surnombre. Nous pouvons vivre ensemble, avec l'animal sauvage, en protégeant une nature vivante et donc ouverte. Ici en Afrique, on demande aux Africains de protéger et de vivre avec l'animal sauvage. Alors c'est bien beau de donner des leçons, mais nous en France, est-ce qu'on a su le faire ? Le loup est devenu le symbole d'une nature sauvage dont on ne veut plus, et on le comprend. Mais souvenez-vous, en Afrique, il m'a été possible d'approcher des lions à quelques mètres pour les étudier. Comme l'homme ne chasse plus là-bas depuis 60 ans, pour eux, nous ne sommes ni des prédateurs ni du gibier, nous sommes acceptés. Et ce n'est malheureusement pas le cas en France. Mais pourquoi nous n'avons pas dans les bois qui bordent nos villes des cerfs et des biches, comme on peut en voir chez nos voisins britanniques? Du plus petit au plus grand, nous ne laissons plus de place à nos animaux sauvages. De l'abeille à l'ours, il nous faut être généreux si nous voulons toujours une coexistence avec la nature.
Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre. Cette sentence prononcée par Albert Einstein fait froid dans le dos. Elle paraît insensée, excessive, et pourtant. Depuis le début des années 2000, l'homme assiste à la disparition de milliards d'abeilles. Le phénomène s'accélère. En Europe, dans les ruchers les plus touchés, c'est jusqu'à 90% des abeilles qui ont disparu. Leur mortalité est imputable à une conjonction de facteurs dont les pesticides utilisés en agriculture intensive. Les abeilles sont essentielles à la reproduction de dizaines de milliers de plantes. Car en transportant le grain de pollen mâle sur la partie femelle des fleurs, elles pollinisent. Les fruits que l'on mange se reproduisent grâce aux abeilles. Et 84% des espèces cultivées en Europe sont pollinisées par les insectes. Si l'homme en est arrivé à menacer les insectes, pourtant présents sur Terre plus de 100 millions d'années avant lui, alors qu'en est-il de notre grande faune sauvage en France ? 1er novembre 2004, Cannelle, la dernière ours de souche pyrénéenne, est tuée par un chasseur, laissant 2 oursons orphelins. Comment en est-on arrivé là ? Depuis 1996, 8 ours bruns venus de Slovénie ont été relâchés dans les Pyrénées, alors qu'il n'en restait plus que 6. Leur destinée semblait toute tracée, mais la réintroduction d'une espèce sauvage dans son milieu d'origine n'est jamais évidente. Surtout pas en France. « 1er avril 2006. La mairie d'Arbas fut couverte de sang par des éleveurs, des bergers et des élus mécontents que le maire de ce petit village de Haute-Garonne ait accepté de voir l'ours relâché sur sa commune. Une réaction difficile à comprendre de la part de ces hommes qui acceptent la présence d'autres espèces sauvages, comme les corbeaux, les vautours ou les renards. Vivre la nature, c'est quotidien pour nous, on est habitué à ça. Un animal comme l'ours, c'est plus dans nos habitudes, on a perdu complètement ces habitudes-là. Et puis même avant, il ne faut pas dire que l'homme cohabitait avec l'ours. L'homme était contemporain de l'ours, mais il n'a jamais cohabité, il a toujours cherché à le détruire, toujours. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et à l'heure actuelle, par rapport à il y a un siècle, on n'a plus la main-d'œuvre, on n'a plus les moyens de gérer le problème de l'ours comme il était géré avant. C'est-à-dire, d'une part, on l'éliminait tant qu'on pouvait, et ensuite, on était obligé de rester nuit et jour avec les troupeaux. Actuellement, moi, je suis tout seul sur ma propriété. L'été, quand je fais le fourrage, que je ramasse le fourrage ici, je ne peux pas être en montagne et garder mes bêtes. Tout le problème est là. La présence de l'ours oblige les éleveurs à une surveillance constante pour protéger leurs troupeaux. Mais paradoxalement, les attaques du superprédateur ne sont pas les seuls dangers de la montagne. Il faut savoir que quand l'ours prélève sur l'ensemble du massif, sur une année, 200 à 300 brebis, dans un même temps, les éleveurs, sur la seule période d'été, perdent 20 à 30 000 bêtes sur les estives. 20 à 30 000 bêtes. Alors, sur des causes moins glorieuses, certainement. La mouche, la foudre, la chute, c'est bien la preuve qu'il y a des difficultés, qu'il faut y travailler. Je crois qu'on a des éleveurs qui aujourd'hui, d'une certaine façon, saisissent l'opportunité de l'ours, qui est un sujet qui est médiatique, qui est passionnel, pour essayer d'attirer l'attention de l'opinion publique sur leurs difficultés. Donc je crois qu'il faut les aider, il faut continuer, mais de grâce, il faut décharger l'ours des problématiques qui ne sont pas les siennes, et là il pourra continuer à vivre longtemps dans les vallées. On nous dit que c'est un bouc émissaire. Non, c'est pas vrai. Ça nous révolte plus, ce problème-là nous révolte plus parce qu'il est le fait de la volonté de gens qui n'ont rien à voir avec notre métier. C'est ça le problème. Quand on a un problème sanitaire, on peut râler contre tout le monde. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Le vent qui transporte les microbes, personne n'y peut rien. L'ours, il est transporté par des hommes, il est transporté volontairement. Donc là, on se révolte, oui, parce que c'est un problème qui vient se greffer aux autres et on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Je crois que si aujourd'hui on enlevait l'ours des Pyrénées, on perdrait beaucoup de la richesse de notre patrimoine naturel, culturel.
il y a du pastoralisme, c'est vrai, mais à côté, il y a de la chasse, à côté, il y a du tourisme, à côté, il y a des activités de pleine nature. Et si chacun se contente de défendre son petit bout d'intérêt, on ne va jamais y arriver. Donc je crois qu'il faut à un moment que chacun comprenne qu'il fait partie d'un système et que dans ce système, il y a une nature sauvage et dans cette nature, il y a des ours. Il a raison. Nos voisins italiens et espagnols cohabitent avec leurs ours et leurs loups. Alors essayons de prendre exemple sur eux pour retrouver une coexistence apaisée de l'homme avec la nature sauvage. Partons maintenant pour la ville du Cap. Bâtie au pied des montagnes et ouverte sur la mer, peuplée de presque 3 millions d'habitants, c'est l'une des villes les plus prospères et les plus cosmopolites du continent africain. Son port occupe une position stratégique à la pointe de l'Afrique. C'est un point de passage obligé pour les pétroliers géants. Même si l'apartheid a été aboli en 1991, et malgré l'émergence d'une classe moyenne noire, ces townships, véritables bidonvilles, font toujours partie du paysage sud-africain. Autre trace d'un passé très récent, Robben Island. C'est dans cette prison que Nelson Mandela fut enfermé pendant 18 ans. C'est aujourd'hui un musée. Jadis synonyme de l'oppression, il symbolise la victoire des hommes luttant pour l'égalité et la fraternité. Avant de quitter la ville du Cap, j'aimerais citer cette phrase de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ces autres, pour moi, ce pourraient être aussi les animaux avec qui nous partageons le même espace. Cette côte que nous survolons maintenant est vraiment emblématique d'une cohabitation possible entre l'homme et l'animal sauvage. À Simonstown, dans cette ville, en 1985, les pêcheurs ont diminué leur activité. Donc il y a eu plus de poissons et les manchots sont venus s'installer sur la plage. Et vous allez voir, ils ont colonisé la ville. C'est une histoire magnifique. Vivant seulement en Afrique du Sud et en Namibie voisine, le nombre de ces animaux est partout en constante diminution. Sauf ici, sur la plage des Boulders. Et c'est sans doute parce que la cohabitation avec les hommes se passe très bien. Cette plage est la seule au monde où l'on peut nager au milieu des manchots. Les enfants adorent ces petits compagnons à leur taille. À quelques exceptions près. Cette situation apparemment idyllique ne doit pas faire oublier que les manchots du Cap sont une espèce en danger. Aujourd'hui, il en reste moins de 180 000, alors qu'ils étaient plusieurs millions au début du siècle. Leur protection a donc été organisée officiellement. Il est par exemple interdit de les toucher et de les nourrir. Hardis, les petits manchots ne se sont pas contentés d'envahir les plages. Sois gentil. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, va-t'en de là, je vais aller faire mes courses. Ils adorent se cacher sous les voitures, ce qui n'est évidemment pas sans danger pour eux. Et bien souvent, les manchots poursuivent leur exploration en ville et toujours en groupe. Leur statut d'espèce protégée leur confère un certain pouvoir, ce qui en agace plus d'un. Allez, dégagez de là! Mais c'est toujours sur la plage que les manchots se retrouvent l'après-midi pour aller pêcher. Aussi agiles dans l'eau que maladroits sur terre, ils sont extrêmement vifs et rapides. Ils peuvent même nager à la vitesse de 24 km/h. C'est au crépuscule que la colonie des 3 à 4 000 manchots se regroupe sur la plage pour passer la nuit. Mais apparemment, certains d'entre eux n'ont pas l'intention de dormir. Les manchots ont la réputation d'être empotés. Mais visiblement, ils ont su parfaitement s'adapter à leur nouvel environnement urbain.
et ils se montrent de plus en plus espiègles avec les habitants. Quelquefois, ils s'amusent même à les réveiller, au beau milieu de la nuit. Oh, la ferme! Après la sérénade, la plupart des manchots rejoignent leur colonie sur la plage au lever du soleil. À part ces quelques petits problèmes de voisinage, la population apprécie largement la présence des manchots et veille à la protection de cette espèce en danger. Aujourd'hui, les habitants de Simonstown sont reconnaissants envers les manchots du Cap. Ils attirent les touristes et la cohabitation se passe plutôt bien. La plage des Boulders a été aménagée afin de permettre la nidification de ces oiseaux marins. Ils ne sont plus dérangés. Et pour une fois, ce sont les hommes qui sont derrière les barrières. Mais cela ne suffit pas. Les manchots du Cap restent une espèce très vulnérable. Au Sandcob, une fondation qui milite depuis 1968 pour la protection des oiseaux de mer, de curieuses livraisons arrivent tous les jours. Même en l'absence de marée noire, des centaines de manchots doivent être secourus chaque année. Dans ce centre, on trouve surtout des jeunes, affamés, mal en point, qu'il faut soigner et nourrir à la main. Like this? Like this? Yes, perfect. Okay, like this. Put your legs to the front. Like this. Les deux ailerons de chaque côté. Voilà. Vanessa Strauss est infirmière vétérinaire, responsable des soins. Ah non. Bah alors, c'est bon pourtant. Vas-y, allez, Evan. Voilà, toi, c'est bon. Qu'est-il arrivé à ces jeunes? Pourquoi ils sont là? Ces jeunes manchots ont été abandonnés. Nous les avons reçus de Dyer Island, une île qui se trouve au sud du Cap. Les parents vont muer à la fin de l'année et ne pourront pas aller en mer pour se nourrir. Ils auront encore les poussins quand ils commenceront à muer. Et par conséquent, ils ne pourront pas s'en occuper. Nous avons donc décidé d'accueillir ces poussins sans quoi ils mourront. Combien de temps vous allez garder celui-là ici? Il restera avec nous probablement 2 mois, puis il sera assez gros et adulte pour retourner dans la nature. Je suis très surpris qu'immédiatement, il va comprendre tout seul comment pêcher alors qu'il a été nourri par l'homme. Il y a eu beaucoup d'études sur la remise en liberté des oiseaux qui ont été nourris par l'homme pour voir s'ils survivent dans la nature. Il a été prouvé que les oiseaux nourris par l'homme survivent aussi bien que ceux qui sont élevés par leurs parents. C'est incroyable, c'est inscrit dans leur gène. Une dizaine de salariés travaillent ici. Et comme souvent dans les fondations, des bénévoles viennent renforcer l'équipe permanente. Tous ces efforts ont permis en presque 40 ans de soigner près de 100 000 oiseaux de mer. Le Sandcob est aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour son savoir-faire. Comment vous voyez le futur de ces manchots? À moins que les gens soient véritablement sensibilisés au déclin de la population des manchots, je pense que leur avenir risque de ne pas être brillant. Bien sûr, les marées noires sont l'une des causes majeures du déclin des manchots et nous ne mesurons pas encore les effets des dégazages réguliers. Si les compagnies pétrolières pouvaient être plus sensibilisées et dégazer moins, cela aiderait sans aucun doute. En juin 2000, le pétrolier Treasure lâche 1300 tonnes de carburant au large du Cap, causant l'une des pires marées noires affectant les oiseaux de mer. Une catastrophe de l'ordre de celle que nous avons connue en France lors du naufrage de l'Erika. Les animaux s'engluent dans le mazout. Ils ne peuvent plus nager, ni se nourrir. C'est une véritable calamité pour des animaux si vulnérables. D'autant plus que cet accident arrive au beau milieu de la saison de reproduction. Mais la population de la région se mobilise massivement pour leur venir en aide. Une grande opération de sauvetage est mise en place. 20 000 manchots sont ainsi évacués, parfois même en hélicoptère.
sont emmenés dans un grand centre de soins improvisé pour l'occasion. Nettoyés, réhydratés, nourris, ils reprennent des forces. Ils sont ensuite identifiés par une tache rose qui disparaîtra progressivement. Renversez les cartons et n'avancez pas. Une fois rétablis, après 3 mois de soins intensifs, les manchots recouvrent leur liberté. 90% des manchots du Cap touchés par la marée noire ont été sauvés grâce aux centaines de bénévoles qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, ils sont tous là, émus d'assister à cet événement. Mais la menace d'une énième marée noire pèse toujours sur cette région du Cap de Bonne-Espérance, où croisent tant de navires qui approvisionnent le monde entier en pétrole. Je voudrais vous poser une question personnelle. Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous pensez que c'est important de sauver ces manchots? Nous prenons de plus en plus conscience que nous vivons dans un monde fragile. On sait que les manchots sont de bons indicateurs de l'état de l'océan. Donc, si les manchots ne survivent pas, c'est le signe que notre océan est très malade et que nous n'en prenons pas soin. Les manchots sont tellement symboliques. Ça serait une grande perte pour les côtes sud-africaines. Alors ? L'animal sauvage peut donc s'installer sur le territoire de l'homme à condition de ne pas trop le déranger. Imaginons un autre scénario. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'homme disparaissait de la planète? C'est ce qu'on va voir maintenant, dans un endroit tristement célèbre, et c'est tout près de chez nous. C'est l'histoire d'un village, de l'autre côté du lac. Un village avec ses manèges, ses enfants qui jouent, insouciants, et ses vieilles babouchkas sur leur banc. Comme tous les jours, le chat rentrait chez lui et attendait patiemment ses maîtres. Mais plus personne ne revint dans le village. Le chat attendit, longtemps. Que s'est-il passé dans ce village? Les hommes semblaient avoir fui, dans le plus grand désordre. Du haut de la colline, le village est vide. Désespérément vide de toute présence humaine. C'est aujourd'hui un village fantôme. Les rues désertées arborent un manteau de mousse, comme la marque du temps qui passe. Mais en lisière de forêt, des créatures semblent vouloir s'aventurer près du village. Et elles n'ont rien de fantôme. Cette terre pourrait ressembler à un paradis terrestre. Mais tout ce qui vit ici est contaminé pour plusieurs milliers d'années. Chaque animal, chaque végétal porte la marque encore invisible de la plus grande catastrophe nucléaire civile qu'ait jamais connue l'humanité. Tchernobyl. Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale nucléaire explose. Plus de 370 000 personnes sont évacuées de la zone d'exclusion de 30 km autour du réacteur. Les niveaux de radioactivité y sont tels que l'homme ne pourra habiter cette cité abandonnée avant des siècles, voire des millénaires. La contamination qui lui est liée y est environ 100 fois supérieure à celle causée par la bombe d'Hiroshima. Quelques photos jaunies témoignent de la vie d'un passé révolu, juste avant l'accident. Cela fait 20 ans aujourd'hui qu'aucun être humain n'a été autorisé à revenir vivre dans ce village le plus contaminé de la planète. Alors, les animaux, inconscients du terrible danger qui les menace, semblent avoir repris leurs droits sur ce territoire libéré de la pression des chasseurs. Il n'y a plus de pesticides ni d'industrie, et les radiations ne sont pas pour eux une barrière physique. Les derniers comptages ont recensé plus de 6 000 cerfs et chevreuils, 14 000 sangliers, 10 fois plus qu'avant l'explosion. Mais combien d'entre eux mourront d'anomalies génétiques ou donneront naissance à des mutants? Le chat lui aussi retrouve petit à petit sa nature sauvage. Ce que l'homme abandonna, prédisant un désert nucléaire, la nature semble se l'approprier pour recréer un sanctuaire d'une extraordinaire diversité. Surplombant la rivière, les rares cigognes noires survolent la cité abandonnée. C'est ici que les busards Saint-Martin élèveront leur future progéniture.
Les années suivant la catastrophe, on a vu des cas d'hirondelles albinos. Mais il est très rare d'observer dans la nature des mutations d'animaux sauvages. Ces animaux mutants, moins résistants que leurs congénères, meurent de faim, de maladie ou sous les griffes d'un prédateur dès leur plus jeune âge, emportant avec eux leurs anomalies génétiques. Les effets des mutations sont au contraire plus facilement observables chez les animaux domestiques. En lisière de forêt, le chat voit apparaître ses nouveaux voisins. L'ours brun, autrefois absent de cette région, ne se serait jamais aventuré aussi près d'un village. Mais plus personne n'est là pour le chasser. L'homme est parti, laissant cet espace libre. Deux jeunes frères l'ont bien compris et ne s'en privent pas. Ils s'en donnent à cœur joie pour découvrir leur nouveau territoire de jeu. Cette porte que franchit l'ours, c'est le dernier rempart que l'homme avait dressé entre lui et la nature. Dans la surprenante beauté des terres irradiées de Tchernobyl, le cheval de Przewalski, le dernier cheval sauvage au monde, est de retour sur ces terres. L'homme l'a réintroduit, ou plutôt sacrifié, pour limiter l'expansion de la forêt et les risques d'incendie. Et il lui fait brouter les anciens espaces cultivés. Les fumées d'un feu de forêt contaminé risqueraient de propager des éléments radioactifs au-delà des zones interdites. Un matin, le loup lui aussi décide de surmonter sa peur des hommes. Il a senti l'odeur du chat et ne met pas longtemps à repérer sa trace. Le chat, qui a vécu si longtemps sans prédateur, n'a plus sa place. Il doit fuir. Le plus loin possible, échapper à ce monde sauvage qui investit peu à peu sa maison, son village. S'il veut survivre, il est grand temps pour lui de rejoindre un monde dit civilisé. La majeure partie des radiations relâchées par Tchernobyl s'est accumulée dans la forêt rouge. Elle porte ce nom car les particules ont pénétré au cœur des arbres, tuant tous les pins de la forêt. C'est aujourd'hui devenu une réserve radioactive. Tout ce qui vit ici est contaminé sur plusieurs générations. 90% de la radioactivité y est concentrée dans les sols. L'hiver est arrivé plus tôt que prévu. Désormais, la vie sauvage a pris possession du village, plus vraiment fantôme. Le loup n'est plus seul aujourd'hui. C'est sur cette terre, dans ce village oublié des hommes, qu'il donnera naissance à une nouvelle génération de loups. Des loups de Tchernobyl. Mais il est encore trop tôt pour dresser un bilan de l'absence de l'homme. Les lieux offrent un spectacle des plus trompeurs. La radioactivité, invisible et irrémédiable, reste tapie dans une nature devenue resplendissante. Après des jours à errer à la recherche de la nourriture, le chat en a assez de cette vie de sauvage. Mais il hésite. Pourquoi quitter un monde où il a vécu, survécu durant tant d'années? Et que va-t-il trouver derrière cette barrière? Au-delà, c'est le monde des hommes. Le chat, après avoir échappé à tant de prédateurs, regagnera sûrement son qualificatif de domestique. Cette maison ressemble à celle qu'il a quittée, à un détail près. L'histoire de ce village nous a raconté comment la nature peut reprendre ses droits, là où l'homme aurait pu la détruire. Mais il est encore trop tôt pour dire ce que sera demain la biodiversité dans ces territoires contaminés. Nous survolons maintenant le cap de Bonne-Espérance. Il m'a semblé que c'était un beau nom et un bel endroit pour finir l'émission. Le cap de Bonne-Espérance. C'est ici que l'océan Indien et l'océan Atlantique se rejoignent. Avec les eaux qui se mêlent,
la vie prolifère. La mer, c'est l'un des écosystèmes les plus riches au monde. Et pourtant, on a tué 3 millions de baleines au siècle dernier. Ces baleines franches australes, par exemple, ont failli disparaître. On en compte aujourd'hui seulement 5 à 7 000. Formidable, hein, ces baleines. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si on avait continué à les chasser comme on l'a fait au siècle dernier, ben, il n'y en aurait plus. Il y a 20 ans, les principaux pays du monde ont signé un moratoire, c'est-à-dire un arrêt provisoire de la chasse. Et grâce à ça, il y a beaucoup d'espèces de baleines qui sont en augmentation. Ces animaux parcourent le monde, ils sont libres. Et les hommes ont réussi à s'entendre entre eux pour les préserver. Mais en admirant ces dauphins du Cap, je me dis qu'il faut rester réaliste. Les images qui vont suivre sont d'une extrême brutalité. Je suis désolé de vous les montrer, mais je crois qu'il fallait le faire. Au Japon, au nom de la tradition, ce sont des milliers de dauphins. Ces animaux si proches de nous qui sont massacrés chaque année. Dans les villages au sud du pays, comme celui de Taiji, on pratique une pêche sanglante au nom de coutumes ancestrales. Affolés par des ultrasons, regroupés puis parqués, les dauphins se débattent dans une mer de sang. Chaque année, le gouvernement japonais autorise à tuer 23 000 dauphins en 6 mois, destinés pour l'essentiel aux restaurants de la région. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la cruauté envers les animaux est banalisée. Regardez, ces élèves des écoles voisines qui viennent assister à ce spectacle. Mais depuis quand la barbarie et la cruauté ont-elles des vertus éducatives? Mais soyons honnêtes, tous les jours dans le monde, des dauphins sont pris dans des filets dérivants. Protégeons les océans. L'homme répète ici ce qu'il a fait sur la terre ferme. Toutes nos pollutions finissent par atteindre l'océan où elles s'accumulent. Nous serons bientôt 9 milliards. Il ne suffira pas de mettre quelques morceaux de nature sous cloche, à l'abri de l'homme, pour préserver ce qu'il reste du monde sauvage. Il faut trouver une nouvelle forme de cohabitation avec lui, apprendre à partager. C'est de ce cap dont il s'agit. C'est toute l'espérance que ce lieu appelle. J'aimerais vous citer une pensée magnifique et visionnaire d'un ornithologue américain qui s'appelle Ian McMillan. Il y a une 50aine d'années, quand on lui demandait « Mais pourquoi il est si important de sauver le condor ?» Vous savez, ce magnifique vautour américain. Il répondait « Il faut sauver le condor, parce que pour le sauver, on va développer les qualités humaines dont nous aurons besoin pour sauver l'homme. » Bonsoir. Je ne veux pas oublier de dire merci à ces femmes et à ces hommes qui luttent chaque jour pour la vie animale. Merci aux vétérinaires Hans Kors et Peter Brothers. Grâce à leur action, la réserve de Pangola est une terre d'asile pour les éléphants. Merci à Véronique Pestel-Audibert. Depuis 10 ans, elle travaille à la sauvegarde des tigres au Cambodge. Son action est exemplaire. Un merci très particulier à François Hugo qui sauve les otaries d'Out Bay. Il a besoin de notre soutien pour poursuivre son combat. Merci à Jane Goodall de nous ouvrir la voie depuis près de 50 ans. Son engagement en faveur des chimpanzés et surtout son humanisme sont un exemple. Merci à Yann Player, ce pionnier de la protection animale. Sans lui, le rhino blanc aurait sûrement disparu. Merci à Alessandro Balestri et Quintus Estlin. Les réserves privées jouent un rôle important dans la préservation de la faune.
Merci à Steve Bergs. Son engagement pour redonner de l'espace aux animaux m'a profondément touché. Merci à Claude Vieille et à François Arcangeli. Il fallait les écouter et nous parler du problème de l'ours. J'espère qu'un jour, ils pourront se comprendre et se retrouver. Merci à Vanessa Strauss et à tous les membres du SANCOB. Dans ce centre de soins, 100 000 oiseaux de mer ont été sauvés en 40 ans. Si vous voulez soutenir tous ces personnages formidables, retrouvez leurs coordonnées sur le site de Vue du Ciel. Comme pour toutes les autres émissions de cette série, ce programme est compensé carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réaliser nos reportages, entre les vols en hélicoptère et les trajets en avion, nous avons rejeté dans l'atmosphère 84 tonnes de gaz carbonique, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Au total, c'est ce que rejettent un peu moins de 10 Français sur une année. Pour être en accord avec nos convictions, nous avons décidé de compenser cette pollution en participant au projet Action Carbone fait avec l'ADEME. Il s'agit très concrètement d'aider une ONG française, ProNatura, qui travaille dans la région de Saint-Louis au Sénégal. Ce projet consiste à remplacer le bois de chauffe qui représente 90% des sources d'énergie en Afrique par du charbon vert. Ce charbon est fabriqué à partir de plantes sauvages et de résidus agricoles. Brûlés, puis compactés sous forme de briquettes, ils ont les mêmes propriétés que le charbon de bois. Ce mode de cuisson écologique, qui coûte jusqu'à 2 fois moins cher, permet de lutter contre la déforestation. Ce projet économisera annuellement l'émission d'environ 2000 tonnes de CO2. Nous luttons ainsi contre le réchauffement climatique. Pour nous, c'est très important.